merci de me laisser l'opportunité de présenter effectivement nos activités sur l'interférométrie atomique que nous menons à Bordeaux. Voilà, j'ai pris le principe de donner un peu des éléments, comment ça fonctionne, mais aussi faire un peu un catalogue des applications possibles pour les interféromètres atomiques en allant de la physique fondamentale à la navigation inertielle. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Hein. C'est vrai que je me concentrerai beaucoup sur ce qui est fait à Bordeaux, mes activités, mais aussi celles de mes collègues à l'Institut d'optique. Donc, je commencerai par une introduction hein, et voilà, sur les ondes de matière et comment on peut faire de l'optique et de l'interférométrie avec. Puis je commencerai du coup à aborder certaines applications, notamment la première, celle la plus mature, la plus répandue, celle pour la mesure de la gravité. Pourquoi on fait ça. Ensuite, je parlerai des applications embarquées, qui est vraiment un sujet qui me tient au cœur, que je développe depuis quelques années à l'Institut d'optique. Après, je parlerai de la volonté qu'on a d'augmenter la sensibilité des interféromètres atomiques pour aller vraiment tester les limites de nos connaissances en termes de physique fondamentale. Puis à la fin, si j'ai le temps, je parlerai un petit peu de systèmes d'interféromètres atomiques un peu originaux, utilisant plus que de photons pour pouvoir améliorer les performances de ces capteurs. Donc voilà, tout vient de l'idée hein, que la mécanique quantique prédit un comportement ondulatoire de la matière, et donc qui dit onde, on va être capable d'observer des phénomènes similaires à ce qu'on trouve en optique, donc notamment la diffraction et les interférences. Louis de Broglie, hein, il y a à peu près un siècle, a fait cette analogie entre la matière, enfin les ondes et de matière et les ondes optiques, et il nous a donné un paramètre hein, qui est la longueur d'onde de Broglie, qui permet de savoir à quel point on est quantique. Donc, je veux dire dans ce sens, à quel point voilà, l'onde, la taille de l'onde est associée à la particule. Donc, je donne quelques chiffres ici pour donner un petit peu la saveur hein, et pourquoi la mécanique quantique n'est pas observable à l'échelle humaine. Hein. Voilà, si on prend un être humain voilà, qui se déplace à une vitesse en marchant tranquillement avec une masse moyenne, on est vraiment à des échelles de longueur d'onde qui sont très très petites. Hein. Donc, parce que du coup, cette longueur d'onde, elle est directement reliée à la masse et à la vitesse, et donc elle est inversement proportionnelle à ces objets-là. Donc, si on veut aller voir ces phénomènes quantiques, il va falloir prendre des objets peu massifs et qui vont très lentement, donc qui sont notamment refroidis. C'est pour ça que du coup, on utilise ce qu'on appelle des atomes froids qu'on va refroidir par laser. Et donc, avec des paramètres classiques d'expérience atomique, on voit qu'on va augmenter énormément cette longueur d'onde de Broglie pour atteindre un régime proche du micron. Et là, on sait qu'on est capable d'observer ce genre de phénomène avec des techniques classiques d'optique et de caméra. Donc voilà, il va falloir pour cet exposé, on va laisser un peu tomber l'image classique à température ambiante des particules qui agissent comme des boules de billard, mais plutôt aller vers les ondes. Et donc quand on va descendre en température, donc ralentir les atomes, donc le paquet d'ondes va augmenter. Donc on peut distinguer deux régimes. Hein. Je dirais, le premier régime, c'est ce qu'on va appeler dans le jargon atome froid, qu'on atteint en envoyant des faisceaux laser dans 6 directions sur les atomes. Donc, il y a une image en haut à droite hein, de ce qu'on appelle un piège magnéto-optique. Donc, typiquement, on atteint facilement par des phénomènes de refroidissement que je ne vais pas expliquer ici, des températures de l'ordre du microkelvin. Et donc, ça, c'est le premier régime de fonctionnement sur lequel beaucoup d'interféromètres atomiques aujourd'hui fonctionnent. Mais je parlerai aussi un peu d'un nouveau régime où on va refroidir davantage les atomes. Et là, la longueur d'onde de Broglie va devenir significative par rapport à la distance entre atomes. Et en gros, quand on fait ça, il y a Bose-Einstein qui ont prédit hein, ce qu'on appelle la condensation Bose-Einstein. En fait, ça revient avec tous les atomes dans la même fonction d'onde. C'est un phénomène vraiment équivalent au laser. Donc, on va créer des lasers à atomes. Et donc, qui dit laser, hein, on dit grande cohérence. Et c'est pour ça que ces sources sont très intéressantes pour l'interférométrie atomique. Donc, on va vouloir faire comme de l'interférométrie. Donc, comme en optique, on va vouloir séparer les chemins des ondes de matière et les recombiner. Et donc, pour obtenir des figures d'interférence. Et donc, sur chacun de ces chemins, en fonction du phénomène qu'on va observer, il va y avoir une perturbation
notamment de la phase de l'onde de matière. Et donc, à la fin, on va obtenir des franges dont la différence de phase va être proportionnelle ou en tout cas va contenir l'information sur la perturbation que l'on veut mesurer. Et donc voilà, pour réaliser ces systèmes, il nous faut des outils, donc des lames séparatrices et des miroirs, typiquement, enfin, et qu'il faut que ce soit des processus cohérents. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on utilise de la lumière, et notamment, hein, le cas le plus répandu, c'est des processus à deux photons qu'on appelle transition Raman. Donc en fait, alors on va prendre un atome classique, hein, je parlerai que de rubidium, hein, aujourd'hui. Et donc on a une structure un peu particulière avec voilà, deux niveaux fondamentaux qui sont très stables et transition plus répandue à 780 nanomètres. Et ce qu'on va réaliser, c'est en fait voilà, une transition Raman entre ces deux états. Donc on va en fait être dans une configuration où le vecteur K1 et donc les deux faisceaux Raman K1 et K2 vont être de sens opposés, ce qui va permettre du coup de faire deux choses. Alors déjà, il y a cette transition Raman entre les deux états internes, donc on va pouvoir faire des oscillations de Rabi entre ces deux états, et aussi on va pouvoir donner un recul significatif K1 plus K2, hein. Donc on parle ici de transition Raman stimulée, où l'atome va venir absorber donc, voilà, un photon K1, puis réémettre de manière simulée un photon K2, mais vu qu'ils sont dans le sens opposé, ben, le recul va être K1 plus K2 et pas K1 plus K2. Donc, ça permet d'augmenter la séparation spatiale des atomes. Donc ils vont être à la fois, donc voilà, on va faire des oscillations de Rabi à la fois sur l'état interne et externe. Et ce changement d'état externe, hein, c'est ce qui va permettre d'être sensible aux effets inertiels, parce que les atomes ont une masse, et puis du coup, en décrivant des trajectoires séparées, on va pouvoir voilà, être sensible voilà, aux accélérations à la gravité. Donc, une fois qu'on a nos lames, alors, pardon, j'ai un peu. Donc, pour faire une lame séparatrice, en fait, il va suffire de faire en fait une demi-oscillation ou un quart d'oscillation rapide, les choses, et donc et se retrouver dans une superposition d'état entre l'état fondamental sans recul et l'état excité avec recul. Et donc, si on est pile poil à 50-50, ben, on a vraiment une lame séparatrice. Donc, juste en contrôlant la durée du laser, on va être capable de faire une lame séparatrice. Et si on double cette durée, ben, on va pouvoir transférer à 100% d'un état à l'autre. Et c'est vraiment l'équivalent d'un miroir. Et donc, ces processus sont cohérents. Et on se retrouve donc avec nos outils pour faire, par exemple, un interféromètre de Mach-Zehnder, où on va faire un pulse pi sur 2, ce qu'on appelle pi sur 2, donc une lame séparatrice miroir et une lame séparatrice. Et donc, on va pouvoir séparer plaques et d'onde et les combiner. Donc, un des points clés, hein, donc là, je ne vais pas expliquer la théorie derrière, mais un des points clés, c'est quand on applique un faisceau laser, en fait, on va imprimer la phase laser sur les atomes. Ça va un peu vite. Et donc, en faisant ça, en fait, on se rend compte que, par exemple, donc la phase laser, elle va être définie souvent par un miroir de référence. Et donc, en fait, on va envoyer nos deux lasers K1, K2 par le bas, par exemple, envoyer vers le haut, réfléchir. Donc, on va utiliser voilà, donc un K1 et un K2 qui vont avoir une phase de référence liée au miroir. Et donc, en fait, du coup, dans cette phase, on va être sensible à la position des atomes. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai écrit phi proportionnel au vecteur d'onde fois la position des atomes à l'instant où on fait le pulse. Et donc, on va encoder la position des atomes à chaque fois qu'on va faire un pulse lumineux. Et donc, on est capable de montrer que c'est surtout cette phase qui est à la position du centre de masse des atomes qui s'imprime directement, qui donne la phase de l'interféromètre atomique. Et ainsi, donc en faisant phi 1 moins 2 phi 2 plus phi 3, ben, on va être capable de mesurer les déplacements des atomes par rapport à ce miroir de référence, et donc l'accélération à la gravité. OK. Donc, si je dois résumer, en fait, un interféromètre atomique, c'est de l'interaction laser-atome de différentes manières. Donc, il y a le refroidissement laser, hein, ce que j'ai appelé le piège magnéto-optique. Puis après, on prépare les atomes dans le bon état, voilà, l'état fondamental voilà, un état fondamental bien déterminé. Après, on fait la séquence expérimentale d'interféromètre atomique de Mach-Zehnder. Puis, on détecte encore là des atomes dans un état ou dans l'autre, encore avec des faisceaux.
Donc voilà, ça, et donc en fait, voilà, ce qui est reconnu, c'est qu'on a créé comme ça des capteurs inertiels qui sont extrêmement précis. Précis, c'est un mot très vague. Donc en fait, quand on dit précis, ça veut dire qu'ils sont très très sensibles, donc très bas bruit, une très grande précision et très stable. Donc, en fait, c'est des sortes de capteurs absolus, hein. C'est un peu comme euh, lié un peu les mêmes arguments pour les horloges atomiques, hein. C'est qu'on va avoir vraiment un atome qui sera toujours le même dans tout l'univers. On va utiliser toujours les mêmes atomes qui vont tomber en chute libre sans aucune perturbation dans une ensemble vide. Et ça fait des masses d'épreuves en fait qui sont théoriquement parfaites. Et donc le côté absolu de nos capteurs et stable de nos capteurs vient intrinsèquement de là. Pour la sensibilité, bah, en fait, on peut faire des petits calculs un petit peu plus rapides. En fait, on mesure quand même le déplacement des atomes dans une règle de phase. Hein, donc, notre règle de phase, qui est définie par le faisceau rétro-réfléchi par le miroir, sa périodicité, ça va être la longueur d'onde optique. Et donc, on va avoir une très grande précision. Et donc, si on a un bon rapport signal à bruit sur notre mesure de frange et qu'on fait des temps relativement longs, typiquement une seconde, j'ai pris un temps un peu moyen pour vous donner l'idée. On est tout de suite à des sensibilités en une seule mesure hein, qui sont très élevées, hein, typiquement 9 par seconde 2 avec ces chiffres-là. Donc on sent le potentiel hein, de pouvoir être très sensible en augmentant le temps de mesure. Voilà. Et donc, du coup, ces caractéristiques intrinsèques au capteur inertial à 3 ouvrent un grand champ d'application où on a besoin soit du côté absolu et de sensibilité de la mesure, hein, c'est particulièrement vrai en gravimétrie, par exemple. La stabilité long terme aussi est quelque chose de très, très intéressant pour la navigation inertielle dans différentes situations, notamment avec l'objectif long terme de se débarrasser du signal GPS pour la navigation. Alors, bien sûr, il y a la physique fondamentale où là, quand on va vouloir augmenter le temps de mesure, on va vouloir savoir jusqu'où on peut mesurer la gravité avec des sensibilités extrêmes, et au point où les théories qui existent ouvrent encore de nombreuses questions à ce stade. Et donc, je vais essayer d'aborder des exemples un peu dans cette liste, dans la suite de ma présentation. Donc, je vais commencer hein, par le cas de mesurer très précisément la gravité. Donc en fait, les premiers interféromètres atomiques, hein, ils ont été développés dans les laboratoires depuis le début des années 90. Et la première application naturelle, ça a été de laisser les atomes tomber dans la direction verticale, dans un faisceau vertical, pour mesurer la gravité. Et il y a eu tout de suite, voilà, on a tout de suite démontré des grandes sensibilités et de précision dans ce régime-là. Donc il y a eu beaucoup de développement pendant un temps pour arriver à une sorte, je dirais, d'état de l'art il y a environ 10 ans. Donc, les choses continuent à évoluer un petit peu, hein, mais en gros, ça vous donne quand même l'idée des performances d'un gravimètre atomique. Donc, alors bien sûr, voilà, souvent ce qu'on montre, donc la figure de gauche, c'est qu'on est capable de mesurer hein, les marées, et donc avec une très grande précision. Et donc, pour être un peu plus quantitatif, on peut tracer la variance d'Allen du signal. Et donc, on voit qu'on a des bruits, voilà, qui sont un bruit blanc qui s'intègre très facilement et très rapidement pour atteindre des précisions du l'ordre de ce qu'on appelle le microgall ou 10.9 G, comme vous voulez. Et donc on a ici, on voit qu'on a la sensibilité, la précision et la stabilité long terme, voilà, qui est autour du nano G et qui est même peut-être aujourd'hui encore un peu meilleur. Et donc ça a été le point de départ en fait une fois qu'on a ces capteurs donc qui étaient à ce stade en 2010 encore très compliqués, des expériences de laboratoire et tout, on se dit bah ça a des applications très importantes notamment en géophysique et on aimerait développer ces capteurs pour les rendre des instruments utilisables par n'importe quel utilisateur, donc en faire un produit commercial. Donc c'est de là dont parle l'histoire et la création de la startup Bucans, qui a été créée en 2011. Et donc, à partir du savoir-faire du Circle Observatoire de Paris et du LP2N, enfin l'Institut d'optique, le LP2N est encore jeune à l'époque, on a voilà, développé des prototypes, d'abord un prototype de gravimètre commercial à atome froid, et puis pour développer une série de produits. Donc, pour vous donner une échelle, donc l'idée c'était vraiment de reproduire le même genre de performance que l'instrument du laboratoire,
mais de manière beaucoup plus compacte, hein, comme vous pouvez voir sur la photo. Donc avec quelque chose qui ressemble à un système qui est presse-bouton, où les choses sont automatiques. Et on n'a pas besoin d'être un physicien en physique atomique pour utiliser le système. Et ça, en fait, ce genre de développement, ça prend du temps, hein. Ça a mis quand même au moins 5 ans pour le premier prototype. Puis aujourd'hui, je dirais, voilà, en 2018, ça a commencé les premiers gravimètres qui ont été vendus. Aujourd'hui, Lucas en a vendu environ une dizaine. Et puis, ils ont poussé, hein, bien sûr, le développement d'un point de vue vraiment industriel, pour le coup, pour en faire des produits qui ne restent pas seulement dans le laboratoire, mais qui peuvent aller sur le terrain, vraiment, pour faire des mesures pour différentes applications. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts d'intégration qui ont été faits pour que, en termes d'asservissement des lasers, résistance en termes de température, voilà, il y a beaucoup de travail de packaging et tout ça, beaucoup de travail d'ingénierie. Et aujourd'hui, on a vraiment des systèmes qui sont utilisables par les géophysiciens et qui ont des performances qui approchent le micrograde, donc le 10, qui est à peu près le niveau où on commence à être intéressant. Alors, je vais vous illustrer l'intérêt de ce genre de système avec un exemple particulier, parce qu'il y a plusieurs possibilités, hein, mais il y en a un qui est assez marrant. C'est des études qu'ils ont menées dans un projet qui s'appelle Newton G pour mesurer voilà, la gravité autour d'un volcan, qui est l'Etna. Et donc, voilà, il y a eu alors, l'AQG, c'est le gravimètre de Lucans /Igloo. Oui, maintenant, j'ai oublié de dire que Lucans a été racheté par Xblue l'an dernier et qui Xblue est devenu Excel reste très, très récemment. Voilà, Lucans, Xblue, Excel, c'est la même boîte. Et donc, aujourd'hui, donc, ils ont fait un projet depuis 2 ans là, pour mesurer les champs de gravité sur le mont Etna. Et donc, donc, il y a beaucoup d'applications pour comprendre un peu tout ce qui se passe dans un volcan. Je vais passer vite. Et donc, ça a bien marché. Alors là, on voit que le capteur était capable de faire des mesures pertinentes de plusieurs mois. Alors, il y a un trou, mais ça n'est pas du tout la faute du gravimètre atomique, hein. C'est parce qu'il n'y avait plus d'alimentation à ce moment-là. Et vu que c'était en hiver, on m'a dit que c'était très compliqué d'aller réparer les alimes. Et donc, ils avaient très, très peur, en fait, en rallumant au printemps suivant. Mais en fait, l'instrument a remarché tout de suite sans aucune maintenance et s'est remis à prendre des mesures. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, un gravimètre atomique, c'est concret, c'est un produit commercial, ça s'utilise sur le terrain. Donc voilà, c'est un peu vraiment le statut en termes de maturité technologique, c'est l'interféromètre atomique le plus mature. Alors bien sûr, on peut aller plus loin, et notamment les applications embarquées. Alors vous avez l'honneur et des spécialistes mondiaux des gravimètres embarqués, donc je vais juste les mentionner brièvement, hein, mais bon, l'idée, hein, et donc là, c'est l'étape supérieure, c'est de vouloir dépasser ce genre de capteurs sur des engins embarqués pour faire de la cartographie. Alors bien sûr, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors il faut vraiment prendre en compte maintenir verticalement le capteur et tout, une plateforme stabilisée. Donc, bon, on voit bien qu'il y a eu de superbes campagnes de mesures réalisées par l'ONERA, mais je laisse les spécialistes parler de leur sujet. Moi, ce qui va m'intéresser le plus, en fait, c'est d'aller encore plus loin que les gravimètres gyrostabilisés. Donc, un gravimètre, hein, voilà un peu un de mes messages, c'est un gravimètre à 3, c'est un objet très délicat. En fait. Il faut vraiment le mettre verticalement. En principe, il ne faudrait pas du tout que ça bouge. On est très vite limité par les vibrations, donc il faut faire quelque chose pour les vibrations. Il faut vraiment bien mesurer l'angle pour être sûr qu'on mesure la gravité. Donc, c'est des objets très très sensibles, mais aussi très très sensibles dans leur utilisation. Et moi, voilà, un truc qui me bien, en fait, j'aimerais utiliser ce genre de capteur, mais vraiment dans n'importe quelle direction, de manière très peu précautionneuse. Je commence souvent à un peu trembler. Et si je dois imaginer un jour que je tiens un interféromètre atomique qui fonctionne, moi, les mains ils vont trop trembler, je ne pourrai jamais tenir de gravimètre atomique. Donc l'idée, c'est d'avoir une autre approche où on pourrait vraiment utiliser le capteur de manière beaucoup plus simple. Et donc ça, c'est des développements qu'on mène à Bordeaux, hein, pour avoir des stratégies, ce qu'on appelle Strapboard, donc vraiment posé au sol et pouvoir. Donc, ça veut dire qu'il va falloir apprendre à travailler dans n'importe quelle direction, avec des vibrations, avec des rotations.
et notamment sûrement faire des mesures multi-axes simultanées. Et en ayant l'accélération et les rotations, et tout ça, on peut aller même aller chercher d'autres, les vitesses, les positions, notamment par la navigation inertielle et tout. Donc voilà, l'idée c'est de développer ce genre de capteur, et ça va être la prochaine partie de ma présentation. Donc voilà, on a une action au laboratoire de développer un accéléromètre atomique multi-axe qui fonctionnerait donc cette partie-là, en fait, c'est vraiment au cœur d'un laboratoire commun que, dont, que j'ai avec XBlue. On a commencé ces activités-là il y a environ 5 ans, et puis aujourd'hui, XBlue et Mucor se sont rapprochés, mais on poursuit dans cette voie-là. Et donc la question initiale était comment utiliser les atomes froids pour la navigation inertielle. Et donc on s'est concentré sur développer des accéléromètres dans un premier temps. Et donc, en fait, au cœur de notre stratégie, comment on a voulu développer notre accéléromètre atomique 3 axes, ben, en fait, on s'est concentré sur développer des hybridations entre les capteurs atomiques comme le gravimètre, par exemple, et les capteurs classiques. Et en fait, essayer de bénéficier des avantages et des inconvénients des deux technologies. Alors donc voilà, on sait que les atomes froids, c'est vraiment stable dans le temps et très précis, et ça peut être très sensible. Par contre, il y a des temps morts dans les mesures, et on a une dynamique de mesure qui est typiquement la taille de la frange interférométrique qui est très petite, des fractions de G très petite. Donc voilà, donc ça pose des gros problèmes en termes d'embarquabilité et surtout pour la navigation. À l'opposé, on a les technologies classiques qui ont des grandes bandes passantes, des mesures quasi continues, voilà. Et par contre, qui sont voilà, qui ont des dérives de biais et qui justement posent problème pour la précision, surtout pour les mesures long terme et la navigation. Donc on va du coup utiliser les capteurs atomiques pour revenir corriger ces capteurs classiques, et utiliser ces capteurs classiques pour augmenter la dynamique et s'affranchir des temps morts de capteurs. Donc je ne vais pas rentrer tout en détail de tout ce qu'on a fait, hein, mais en gros, un des exemples qu'on a fait dans ce contexte, c'est d'utiliser des filtres de Kalman un peu de manière similaire à la navigation, mais là, du coup, appliqué vraiment à un interféromètre atomique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé des conditions d'environnement un peu compliquées, donc en faisant varier la température du système. Donc, en gros, on voit que le capteur classique, lui, va dériver. Et aussi en modulant les faisceaux laser, la puissance de faisceaux laser d'interféromètre atomique pour moduler des conditions de dégradation, je dirais, de l'interféromètre atomique en transport, où on aurait des fluctuations de contraste et d'offset de l'interféromètre atomique. Donc là, on voit que les signaux varient. Et donc, en fait, on a donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le fonctionnement d'un filtre de Kalman, mais en gros, on a un vecteur d'état qui inclut notamment la phase qui est donc de l'interféromètre atomique qui est lié à la comparaison entre la mesure atomique et l'accéléromètre, et donc qui contient le biais de l'accéléromètre classique, et on voit qu'il dérive. Et puis on a aussi l'offset et le contraste qu'on voit qui fluctue. Et donc à partir de là, on est capable en fait d'estimer, on montre qu'on est capable de suivre la phase atomique qui mesure le biais de l'accéléromètre classique. Et la force aussi de cette mesure, c'est qu'on est capable aussi d'estimer les râpes en fait sur cette estimation du biais. Et une fois qu'on a mesuré le biais du capteur classique, on est capable de corriger le biais du capteur classique et d'avoir voilà, un capteur en continu qui est corrigé du biais. Une autre difficulté du coup quand on est en embarqué, c'est que déjà on peut avoir des accélérations et aussi l'orientation on la connaît pas. Et ça en fait, ça veut dire qu'en gros on est en train de dire qu'on mesure une accélération qu'on ne connaît pas. Donc contrairement à un gravimètre où on a la gravité est toujours la même. En fait, les atomes vont changer de vitesse à cause de la gravité. Et donc, qui dit changement de vitesse dit effet Doppler. Et donc, on va sortir de résonance avec un des accords petit delta qui va être proportionnel à la vitesse des atomes. Donc, pour quand l'accélération est constante, c'est facile. Il suffit de faire une rampe de fréquence qui correspond à l'accélération donc G qu'on connaît bien. Et on arrive à rester à résonance pendant un interféromètre. Ici, c'est un peu aléatoire. Donc, ce qu'on a développé, c'est une correction en temps réel de cet effet Doppler. Donc, on utilise les accéléromètres classiques pour mesurer
l'accélération qu'on subit et de calculer l'effet Doppler à partir de cette accélération et venir corriger la fréquence des lasers en temps réel pendant l'interféromètre atomique. Donc, ce que je vous montre là sur la vidéo, c'est vraiment un interféromètre atomique qui est en train de fonctionner. Donc, on scanne la phase de l'interféromètre atomique et on voit que en fait, l'orientation du capteur est toujours constante et ne perturbe pas le fonctionnement de l'interféromètre atomique. Alors, parce qu'on applique en temps réel une correction delta qui est donc, grosso modo ici dans ce cas proportionnelle à g cos θ de t, θ étant l'angle de la manip qui varie au cours du temps. Donc voilà, ce système de correction en temps réel de genre d'état est clé pour les applications embarquées. Et donc on a été un peu plus loin, on a fait cette hybridation sur les trois axes de notre accéléromètre atomique 3 axes, et on a essayé de démontrer les performances du capteur en laboratoire, notamment en mesurant les trois composantes à x, à y, à z dans un régime statique ou quasi statique. Et donc ce que je montre ici, c'est la mesure du vecteur A, donc dans notre cas la gravité, en fonction, et donc la performance qu'on obtient en mesurant ce vecteur A, donc de manière classique, comparée au capteur hybride où les atomes viennent corriger les dérives de biais des capteurs classiques. Et donc ce qu'on montre en traçant l'écart type d'Allen en fonction du temps d'intégration, c'est que voilà, donc le capteur classique, donc au début on a un bruit d'intégration un surtout qui est assez classique avec les accéléromètres classiques. Puis donc pour la courbe de Moore, c'est le capteur classique, on voit qu'on dérive dans le temps. Donc ça, c'est vraiment la dérive liée à la dérive de chaque capteur. Hein. Là, je parle vraiment de la norme du vecteur. Et donc, par contre, quand on fait l'hybridation, bah, on voit qu'à un moment donné, l'interféromètre atomique va commencer à corriger la dérive des biais du capteur, et donc on va poursuivre l'intégration donc en 1 sur asymptoto, un bruit blanc classique qu'on a en interféromètre atomique, pour vraiment atteindre des performances de stabilité qui sont en dessous en dessous du nano G, pardon, du micro G, donc en gros 60 nano G. Donc voilà, ça a été fait l'objet d'une publication récente dans Science Advances. Donc c'est le premier accéléromètre atomique 3 axes où on démontre la stabilité long terme. Et donc et voilà, pour une orientation quelconque de l'instrument. Alors, juste une remarque pour ceux qui étaient à cette thèse de Jacques Bernard. Hier, hein, nous, on est capable justement de montrer la stabilité long terme parce qu'on mesure A et la norme de A n'est pas juste une des composantes de l'expérience. Hein. En fait, si on traçait AX, AY, AZ de manière indépendante, on ne le voit pas ici, mais il dériverait à cause justement d'un tilt lent de la manip qui se tilte lentement, donc il reste dérive. Et du coup, nous, on ne le voit pas quand on trace la norme de A parce que c'est vraiment l'ensemble de la manip qui tilte. Et donc, sur la norme de A, qui est G dans notre cas, la mesure est constante. On voit bien l'intérêt d'avoir une stabilité long terme avec les capteurs classiques. Alors, du coup, on a eu pas mal de communication autour de ces résultats récents, et notamment, vu que c'est un premier pas vers la navigation sans GPS, hein, c'est un sujet, bon, c'est une remarque comme ça de côté, mais qui est un sujet qui porte auprès du grand public. Hein. On a eu des articles dans Sud-Ouest, enfin, voilà, beaucoup d'articles de presse liés à cette thématique. Donc, c'est vraiment un enjeu de pouvoir utiliser les atomes propres pour des applications. Alors, bien sûr, il reste encore beaucoup de travail à régler. Alors, notamment, j'en parlais d'un point encore difficile sur lequel on est en train de travailler actuellement. Donc, c'est des travaux en cours, c'est les problèmes vraiment de rotation. Alors là, pas juste un tilt lent de l'expérience, mais plutôt des rotations fortes hein, liées aux porteurs qui, elles, vont vraiment perturber le fonctionnement de l'interféromètre atomique lui-même. Donc, j'explique pas la problématique ici, c'est trop long, mais en fait, on perd le signal de l'interféromètre atomique si on a des rotations trop fortes. Et l'idée, c'est de venir compenser les rotations du porteur. Et nous, notre approche, c'est de tourner le miroir de référence dont je vous ai parlé pour le laisser en pointage inertiel. Donc, on va venir mesurer en temps réel les rotations avec des gyromètres, donc des gyromètres de d'X-Blue. Et à partir de cette vitesse de rotation, on va intégrer pour connaître l'angle en fonction du temps. Et donc, on va appliquer le bon angle sur le miroir avec un système de piézoélectrique type pour vraiment contrôler l'angle du miroir qui va vraiment contre-réagir et vraiment maintenir l'angle du miroir toujours en position inertielle.
Et donc ça, on démontre en fait qu'on est capable de retrouver notre signal atomique, alors, notamment le contraste, mais aussi on corrige notamment, en tout cas au premier ordre, une partie des accélérations liées aux rotations, notamment l'accélération. Tout ça, déjà, c'est des résultats préliminaires, mais on montre qu'on a des vitesses de rotation quand même assez importantes, en 150 000 radians par seconde, c'est quand même plusieurs degrés par seconde. Donc c'est des choses vraiment, vraiment proches de ce qu'on s'attend sur un bateau, par exemple, dans un avion. Et donc on arrive à montrer qu'on a des signaux d'interféromètre atomique jusqu'à 10 millisecondes. Alors on est encore limité en termes de sensibilité dans ce régime, hein, je sais pas, shot. C'est des travaux en cours et on est actuellement limité par des accélérations résiduelles qu'il faut que l'on corrige. Alors oui, aussi un point particulier quand même que je veux mentionner. Alors ici, du coup, on tourne vraiment la manip de manière très forte. Et on a aussi les vibrations. Donc, on fait aussi la correction temps réel des vibrations dont je vous ai parlé dans la partie précédente. Donc, il y a vraiment, on commence à être vraiment dans un système très complexe d'hybridation, accéléromètre, gyro capteur atomique. Ok. Du coup, je vais passer maintenant à une autre partie de ma présentation, plus centrée sur les problématiques de la physique fondamentale. Donc, en fait, il reste encore quand même des questions sur une compréhension de l'univers, hein, et notamment, on a du mal à relier plusieurs mondes. Alors, il y a l'extrême de l'infiniment grand et les grandes vitesses, où il y a la relativité générale, hein, qui prédit notamment les théories de la gravité, et qui, on voit son application concrète, hein, aussi dans un satellite dans l'espace, juste dans l'espace, par exemple, où il y a des corrections relativistes qui sont à prendre en compte. Et il y a le monde de l'infiniment petit, où il y a justement les mystères, hein, de la mécanique quantique et des ondes. Et en fait, du coup, déjà, aucune de ces images ne colle vraiment avec, ce qu'on a à l'échelle humaine, hein, où on a des trajectoires, classiques prédit des trajectoires bien déterminées, par exemple un ballon de rugby, à travers des poteaux. Mais cette image de trajectoire bien déterminée ne colle absolument pas du tout, surtout avec la mécanique quantique. Donc aujourd'hui, il reste un grand mystère en physique, qui est comment on relie cette théorie. Et est-ce que voilà, la relativité générale est suffisante pour prédire euh, les phénomènes de gravité? Parce qu'en fait, même juste la gravité elle-même reste encore un peu un mystère, parce que c'est une force un peu particulière par rapport aux autres forces que l'on connaît dans la nature. Et donc, depuis quand même plus d'un siècle, hein, il y a cette volonté de tester la relativité générale. Et donc, notamment, voilà, vous connaissez sûrement donc, le test de principe d'équivalence faible. Ça a été l'objet d'une mission où l'on a joué un rôle central, donc, la mission Microscope, où les performances. Alors, c'est quoi le principe? En fait, c'est de mesurer la chute de deux objets de grosses masses composition différentes et de voir si c'est des accélérations différentes. Donc, le principe d'équivalence dit qu'on devrait mesurer zéro. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles théories qui prédisent une violation de ce principe. Et donc aujourd'hui, le meilleur test de ce principe d'équivalence serait fait avec les accéléromètres électrostatiques de l'ONERA à bord de la mission Microscope pour atteindre 10-4. Alors nous, on propose de faire ce genre de test, mais avec des particules quantiques, hein, justement pour voir si on commence à toucher à des objets un peu différents. Est-ce que toujours le principe d'équivalence est toujours maintenu? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc ça, c'est notre motivation. Et en fait, l'idée, ça va être d'utiliser pas seulement un seul interféromètre atomique comme je vous ai présenté précédemment, mais deux simultanément avec deux atomes qui en dépassent des compositions différentes. Alors nous, on est parti sur le rubidium et le potassium parce qu'ils ont un bon facteur de différence de masse. Donc on s'attend à s'il y a quelque chose à voir comme violation, à avoir un effet significatif. Et donc, l'idée, ça va être de réaliser deux interféromètres atomiques où on va venir mesurer la frange centrale de l'interféromètre atomique qui va être proportionnelle donc, à l'accélération. Et donc, en comparant la phase du rubidium et la phase du potassium, ça nous donne directement une mesure de l'interféromètre, enfin, une mesure du principe d'équivalence entre ces deux atomes. Alors donc, ce qu'on a démontré récemment, c'est qu'on arrive à faire ce genre de test avec des interféromètres atomiques qui sont corrélés, c'est-à-dire que vraiment, en fait, on a un système où on va avoir
Parce que le problème voilà, d'un seul interféromètre atomique, c'est qu'on va être sensible aux vibrations, choses comme ça. Donc, ce qu'on montre, c'est qu'on est capable de rejeter le mode commun entre les deux interféromètres atomiques liés au fait qu'on utilise le même miroir de référence entre les deux interféromètres. Donc, si on trace la variance d'Allen des deux espèces, rubidium et potassium, en rouge et bleu respectivement, on voit qu'on est très limité en performance, qu'on a même une dérive qui est liée au capteur classique qui nous aide à faire la mesure voilà, sur la variance d'Allen. Et par contre, si on fait la mesure différentielle, ben, on s'affranchit complètement cet effet et on peut commencer à atteindre des sensibilités voilà, qui vont descendre en dessous de 5, 10,8. Alors, c'est des performances très modestes. Hein. Ça a été fait sur une expérience compacte, mais en gravité standard. Et là, ici, ce qu'on a voulu montrer, hein, c'est en fait c'est le bilan d'exactitude. En fait. Donc voilà, les interféromètres atomiques sont absolus, mais il y a quand même des effets qui limitent les performances en termes d'incertitude, sont notamment liées au champ magnétique et à l'interaction qu'on a, qui dure assez peu de temps, mais qui a quand même avec le laser pendant les pulses. Et donc là, on montre qu'on est limité par un peu de connaissance des frondons qu'on a sur notre système, et aussi par le fait que le potassium a une sensibilité au champ magnétique qui est plus grande que le rubidium. Voilà. Voilà, c'est quelque chose. Ici, l'objectif de ces tests, c'était de montrer qu'il fallait faire attention, qu'il y avait une recette de cuisine, je dirais, sur des effets qu'on connaît bien, hein, mais sur lesquels il faut vraiment faire attention. Donc ça, c'est vraiment des résultats préliminaires et voilà, faire attention à tous ces effets si on peut faire un test d'équivalence, principe d'équivalence très précis. Mais en fait, du coup, on a de toute façon cette problématique que ces tests au sol sont limités par le temps de la mesure. En fait, hein, ce qu'on voudrait, je rappelle la phase atomique, on voudrait augmenter la sensibilité, donc le facteur d'échelle est proportionnel au temps de mesure au carré. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment augmenter ce temps de mesure. Mais du coup, au sol, on est vraiment limité par le fait que les atomes tombent dans une constante vide, et donc c'est pas limité. Alors, pour augmenter ça, soit on augmente la taille de l'expérience, ça c'est compliqué, soit on va en microgravité ou dans l'espace. Alors ça, c'est aussi une des activités phares de notre laboratoire, hein, c'est de faire des interféromètres atomiques qui vont sur des plateformes de microgravité pour tester l'interférométrie atomique voilà, dans ce régime, et pour à terme préparer les futures missions spatiales où on va aller chercher à pousser les performances des interféromètres atomiques en termes de sensibilité. Donc, on a une expérience qui est embarquée depuis déjà une quinzaine d'années à bord de l'avion 0G de Novespace, hein, qui décolle de Mérignac. C'est vraiment une activité bordelaise. Et donc, l'idée de cette expérience, c'est vraiment de tester tout ce qui est interférométrie atomique en microgravité. Et une des nouveautés assez récentes depuis quelques années, c'est qu'en complément de l'avion, on a aussi un système on a un simulateur de microgravité qui est installé au laboratoire. Et donc, voilà, il ressemble à ça. C'est une grosse machine sur laquelle on met la tête de senseur. C'est la même expérience que dans l'avion 0G. Hein. Donc, on est capable de mettre quand même pas mal de poids dessus, 250 kg. L'expérience mesure à peu près 1 mètre cube. Et donc, on va pouvoir être en microgravité voilà, en faisant des paraboles verticalement. Donc, on reproduit la trajectoire qu'on aurait si on était complètement en vraie chute libre avec une vitesse initiale vers le haut. Donc ça fait des temps de microgravité assez courts, 500 millisecondes, mais par contre on est capable de reproduire le régime de microgravité tous les 13 secondes, ce qui fait qu'on accumule beaucoup de temps de microgravité au laboratoire. Et en fait, c'est vraiment un point clé quand on veut faire de l'interféromètre atomique et qu'on veut accumuler de la statistique pour faire voilà, de la métrologie sur ce genre de système fonctionnant en microgravité. Donc, c'est des choses qu'on a développées. Hein. On a démontré qu'on était capable de faire d'interférométrie atomique à bord de l'avion 0G. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du régime spécifique d'interféromètre que vous voyez à gauche. Hein, c'est un peu compliqué. Et voilà, on est lié à la problématique du fait que les atomes n'ont pas de vitesse par rapport au miroir de référence. Donc, on n'a plus cette histoire de vitesse et d'effet Doppler à compenser. Mais par contre, ce qui fait qu'on fait des doubles transitions. Et dans notre cas, ici, on fait deux interféromètres atomiques qui sont opposés, mais qui mesurent un peu, je dirais, de la même manière, si on voit la chute ou la non-chute des atomes de la même manière. Donc, on est capable en fait, vu qu'il y a des accélérations résiduelles sensibles, on est capable de montrer qu'on est capable d'être sensible à ces accélérations résiduelles et de les mesurer
en corrélant donc un signal atomique qui nous donne donc un rapport de population, hein, c'est la fluorescence mesurée par un détecteur, en ordonnée en fonction donc à droite du signal d'un l'accéléromètre atomique pondéré par la réponse de l'interféromètre atomique. Et donc, on reconstruit bien nos franges pour des temps relativement courts. Et donc là, ce serait bien. Donc, on montre vraiment qu'on est sensible aux accélérations. Alors après, on peut encore augmenter le temps d'interrogation. Par contre, on va augmenter la sensibilité de l'interféromètre atomique, mais par contre, pas celui du classique. Alors, le classique, il ne suit pas. Donc, on ne peut pas reconstruire les franges atomiques. Par contre, en faisant l'histogramme de la sortie du signal du capteur atomique, on est capable de montrer qu'on a encore du signal atomique. Donc, on a une forme, ce qu'on appelle une forme de Batman, donc, avec deux pics et tout. Et donc, de là, on peut en estimer une sensibilité potentiel de notre interféromètre atomique qui, manifestement, encore a l'air de fonctionner. Hein. Et donc, on est capable de montrer qu'on arrive à avoir des temps d'interrogation de 200 millisecondes sur le simulateur pour obtenir des sensibilités donc, à, sensibilité à un shot qui est de 5,10.8. Donc ça commence à ressembler à des sensibilités qu'on a dans les meilleurs gravimètres qu'on a aujourd'hui. On n'est plus très loin. Donc c'est un travail en cours, on essaye encore d'augmenter la performance. Donc voilà, donc on est capable de faire de l'interférométrie atomique sur nos simulateurs en microgravité et de montrer qu'on est capable de travailler dans ce régime. Et donc en fait, voilà, l'autre limitation, une fois qu'on a taclé la limitation liée à la chute des atomes, c'est vraiment la température elle-même des atomes. Hein. Aujourd'hui, voilà, ce que je vous ai présenté, c'est dans le régime au-dessus de voilà, le régime que j'appelle juste atome froid, où on a voilà, une longueur d'onde de De Broglie typiquement de l'ordre du micron qui est inférieure à la distance entre les atomes. Mais donc ça correspond en fait à une expansion de nuages que vous pouvez voir là sur les chutes d'atomes, celui de gauche, qui est relativement gros, donc on a vraiment une grosse boule qui s'étend, et ça va limiter aussi, ça va vraiment s'étendre trop si on va vraiment augmenter le temps de mesure. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment refroidir les atomes pour, euh, pour faire en sorte qu'on ait une expansion spatiale, une vitesse voilà, vraiment très très petite d'expansion. Et voilà, ça, on voit bien la différence. Hein. On veut être dans le régime où on a juste une petite vie, un point, et pour ainsi ça, déjà garder la sensibilité d'un interféromètre en augmentant le temps d'interrogation. Enfin, garder, je veux dire, le bon fonctionnement d'un interféromètre en augmentant le temps d'interrogation. Et s'affranchir aussi d'effets systématiques qui peuvent apparaître si le nuage s'étend. Donc, je vais passer vite sur ces aspects. On piège les atomes dans des pinces optiques et avec un processus de refroidissement qu'on appelle évaporatif, où on va enlever les atomes les plus chauds et garder seulement les plus froids. Par collision, on va finir avec une température beaucoup plus froide et on est capable d'être dans un régime efficace qui permet justement d'obtenir, c'est des données expérimentales, vous voyez, vraiment un petit point de source atomique qui tombe avec le temps de vol. Donc là, c'était en gravité standard. Et donc, on a démontré qu'on était capable de faire des condensats en microgravité sur le simulateur. Et donc, la grande force par rapport notamment à l'avion 0G ou même les tours de chute libre qui en Allemagne, c'est qu'on est capable d'accumuler beaucoup d'expériences au laboratoire sur ce simulateur. Donc, l'étape d'après, c'est de faire l'interféromètre atomique. Donc, c'est vraiment le travail en cours aujourd'hui. Donc, voilà, là, je montre un spectre de transition Raman dans le régime de diffraction où on a des très grosses efficacités parce que les atomes sont très, très froids. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'à. On est vraiment limité par des aspects expérimentaux. Il faut juste que l'expérience fonctionne correctement pour obtenir les premiers interféromètres voilà, à atomes ultra froids en diffraction en microgravité. Ok. Donc là, je vais aborder rapidement aussi une autre application possible en physique fondamentale, hein, qui est la détection des ondes gravitationnelles. Alors, vous avez tous entendu parler un peu de la détection des ondes gravitationnelles par Virgo et LIGO il y a 5-6 ans, donc avec des interféromètres optiques avec des bras géants. Et donc l'idée, hein, c'est que voilà, on peut mesurer les ondes gravitationnelles parce que les ondes gravitationnelles vont déformer l'espace-temps et donc ça va faire une modulation des bras des interféromètres. Et donc ça va moduler le temps que la lumière parcourt sur chacun des bras et donc ça va entraîner donc un signal interférométrique. Et donc voilà, on peut voir que par exemple, si on prend
deux trous noirs qui sont en train de se collapser et donc, ils sont en train de tourner l'un sur l'autre, et donc on est capable de mesurer justement cette vitesse de rotation. Ça crée un signal à cette vitesse de rotation qui est de quelques secondes, juste avant, qui s'accélère jusqu'à voilà, la fusion de ces trous noirs. Donc, c'est dans le régime de fonctionnement de fréquence qui était attendu pour ce genre de capteur. Donc voilà, donc c'est quelque chose maintenant, aujourd'hui, on sait qu'on est capable de détecter, et c'est un grand champ de recherche. Maintenant, pour augmenter le nombre de capteurs pour détecter les ondes gravitationnelles. Donc, comme chaque capteur, en fait, ça a des bandes de fréquences bien déterminées. L'idée ici, c'est de réfléchir à une solution avec des atomes froids, où on va vraiment faire fusionner la cavité et les interféromètres atomiques pour aller développer un type de capteur qui va venir compléter ces capteurs type LIGO. Donc, en gros, il y a aujourd'hui deux types de projets pour détecter les ondes gravitationnelles. Donc, il y a ceux au sol type LIGO qui sont dans le régime des hautes fréquences, hein, entre 10, enfin, même plutôt 100 et 100 et 1000 Hz, et la mission spatiale LISA qui vise à aller mettre des interféromètres optiques géants dans l'espace pour aller chercher là par contre les très très basses fréquences. Et donc voilà, un des projets qui est proposé notamment par mon collègue Benjamin Canuel, c'est d'aller mettre des atomes dans une cavité pour aller être sensible à un régime de fonctionnement qui est plutôt intermédiaire entre ces deux régimes, entre LISA et LIGO, et c'est particulièrement intéressant de venir complètement compléter les mesures de ces phénomènes en fréquence. Donc en fait, l'idée clé derrière, c'est en fait de remplacer les miroirs de référence des cavités par des interféromètres atomiques. Hein. En gros, pour faire simple, on aimerait que les miroirs d'une cavité optique, elles filtrent toutes les vibrations. Et donc, ça veut dire d'avoir une constante de raideur nulle, des choses comme ça. Donc, ça veut dire être en chute libre, en fait. Et donc, nous, ce qu'on apporte avec les atomes froids, c'est vraiment d'avoir des masses d'épreuves qui sont en chute libre. Donc, avec la performance, l'interféromètre, les interféromètres donc, vont être sensibles à la phase laser, et liés à la propagation, à la phase laser accumulée liée à autant de propagation entre deux capteurs à distance L, on est capable de montrer qu'on va être sensible pour certaines fréquences de cette manière-là à la déformation, au changement de longueur entre les deux interféromètres atomiques, et éventuellement des ondes gravitationnelles qui viendront moduler la distance entre les interféromètres atomiques. Alors voilà, ça c'est vraiment un projet de grande ampleur avec des installations immenses. Hein. L'idée c'est d'aller installer une grande cavité qui est en cours d'installation justement au LSBB en souterrain dans un environnement qui est très bruit. Et ce projet aussi inclut différents capteurs de différentes tailles pour tester les différents principes pour comment on corrèle des deux interféromètres atomiques pour extraire des signaux de gradient de gravité. Ok, donc je vais aller vite sur ma dernière partie. Donc, je vais finir sur comment on peut aussi faire des nouveaux interféromètres atomiques ou des interféromètres atomiques plus sensibles en utilisant pas seulement deux photons avec l'interaction lumière-atome, mais plus que deux photons, voire un grand nombre de photons. Et donc, rapidement, pour faire le lien avec le projet précédent, c'est que si on met des atomes dans une cavité, en fait, on va pouvoir utiliser la cavité pour augmenter la puissance laser utile sur les atomes. Donc, et donc, qui dit puissance laser, en fait, on va pouvoir être dans un régime où on va pouvoir faire des diffractions à un grand nombre de photons. Hein. Là, c'est des transitions de Bragg que j'ai présentées en haut à gauche, à 6 ou 8 photons. Et donc, en fait, la difficulté de ce genre de technique, c'est d'avoir la puissance laser. Mais du coup, là, l'idée, c'est d'utiliser une cavité qui va permettre d'avoir plus de puissance laser et d'atteindre plus facilement ces régimes. Et donc, il y a eu les premières démonstrations expérimentales qui ont été obtenues récemment. Donc voilà, il y a ce champ de recherche aussi, du coup, pour pousser les performances des capteurs avec plus de puissance laser. Moi, j'aimerais mentionner, justement, vu que je développe des capteurs multi-axes, c'est que aussi on peut utiliser des techniques multiphotons pour faire des capteurs multi-axes, mais pas du coup alterner les axes comme j'ai présenté précédemment, mais mesurer toutes les directions en même temps. Et donc, on a développé un modèle théorique qui
qui permet en fait, si on envoie une paire de faisceaux Raman sur un X, une paire de faisceaux Raman sur un Y, de pouvoir diffracter les atomes comme on veut pour former des nouveaux interférométres atomiques où les paquets d'ondes ne sont pas diffractés pas seulement dans une direction, mais dans un plan ou dans un volume. Je passe assez vite la théorie, mais donc on peut former par exemple dans un plan un interféromètre circulaire où on va être sensible à l'accélération X, Y et à la rotation. Et donc, bien sûr, on va se retrouver avec une phase, par exemple, dans le cas 2D, où il va y avoir une combinaison de tous les effets inertiels, l'accélération et la rotation. Et donc, l'idée, ça va être de jouer justement avec le fait qu'on peut inverser les vecteurs d'onde et qu'on peut aussi faire, ou alors faire même de la double diffraction, diffracter les atomes dans deux directions opposées et former 4 interféromètres en même temps. On va pouvoir ainsi pouvoir extraire par des combinaisons linéaires les différentes composantes. Alors tout ça, ça a été bien sûr au stade théorique. Et donc je dirais que c'est une piste pour faire des nouveaux interféromètres atomiques. C'est un sujet de recherche sur lequel on envisage de se pencher. Donc voilà, donc pour finir, je vais donner un message simple pour conclure. C'est que pour le développement en ce moment dans le domaine de l'interféromètre atomique, c'est qu'on cherche à faire petit. Donc on cherche à faire petit pour les applications embarquées, notamment donc pour la navigation ou pour la cartographie de champs de gravité. Et donc, il y a des actions de miniaturisation en utilisant des atomes surplus, par exemple. Voilà. On cherche à l'opposé aussi de faire grand, comme j'ai présenté à la fin de ma présentation, pour la détection des ondes gravitationnelles, par exemple, pour la recherche de matière noire, donc surtout en physique fondamentale, pour pousser la performance des capteurs atomiques et aller au-delà de l'état de l'heure aujourd'hui. Et puis, il y a bien sûr les applications spatiales, où on va vouloir mettre ces systèmes en microgravité pour justement là aussi pousser les performances de ces systèmes et aussi pouvoir les utiliser pour la physique fondamentale, mais aussi l'observation de la Terre, qui est un enjeu de plus en plus important avec les problématiques de climat. Donc voilà, donc, je vais finir sur un slide rapide sur l'équipe. On fait autre chose que l'interféromètre atomique aussi à Bordeaux. On fait des atomes froids de manière plus générale, avec voilà, regarder des nouveaux systèmes d'atomes qui interagissent avec la lumière. Et bien sûr, on cherche des gens pour travailler avec nous. Merci beaucoup pour votre attention.